Il avait 62 ans, il s'appelait Robert, et un soir de novembre, il n'a plus réussi à uriner du tout. Pas une difficulté, pas un flux faible, rien, 0 goutte. Une douleur abdominale intense, une vessie qui allait éclater selon ses propres mots, et une ambulance à 2 heures du matin. Le bloc opératoire, une sonde en urgence, et une question que l'infirmière lui a posée dans le couloir des urgences, une question qui m'a hanté pendant des semaines. « Monsieur, vous n'aviez vraiment aucun symptôme avant ?» Il a répondu non. La main sur le cœur, il a dit non. Et pourtant, quand j'ai repris son dossier le lendemain matin, quand j'ai relu chaque compte-rendu de consultation des 3 années précédentes, le symptôme était là, présent à chaque visite, mentionné en passant, puis mis de côté, par lui, par ses médecins, par tout le monde. Parce que personne, absolument personne, ne lui avait dit que ce symptôme précis, banal en apparence, presque invisible dans le quotidien d'un homme actif, était en réalité un signal d'alarme silencieux que la prostate envoie avant de basculer dans l'urgence absolue. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement de quel symptôme il s'agit. Je vais vous expliquer pourquoi il est si difficile à détecter, pourquoi 9 hommes sur 10 le normalisent jusqu'au moment où ils n'ont plus le choix. Et surtout, je vais vous donner le protocole naturel que j'utilise dans mon cabinet depuis plus de 20 ans pour inverser ce processus avant qu'il ne devienne irréversible. Mais il y a aussi quelque chose dans le dossier de Robert, un deuxième facteur aggravant, quelque chose que même les urologues passent trop souvent sous silence. Et j'y reviendrai en détail plus tard dans cette vidéo, parce que c'est peut-être la révélation la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'au bout. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans la prostate, parce que la plupart des hommes ont une image floue de cette glande et de ce qu'elle fait subir à leur corps quand elle commence à poser problème. La prostate est une petite glande, de la taille d'une noix chez un homme jeune en bonne santé. Elle entoure l'urètre, le canal par lequel l'urine sort, juste en dessous de la vessie. Quand elle grossit, ce qu'elle fait inévitablement après la cinquantaine chez la grande majorité des hommes sous l'effet de l'hyperplasie bénigne, elle comprime progressivement ce canal. Le flux urinaire se réduit. La vessie doit travailler plus fort pour forcer le passage. Ça, beaucoup d'hommes le savent vaguement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui se passe ensuite, et c'est là que tout bascule. Parce que la vessie est un muscle. On l'appelle le détrusor. Et comme tout muscle qu'on surcharge chroniquement, il finit par se fatiguer. D'abord, il compense. Il s'épaissit, il force, il s'adapte. C'est précisément à cette phase que les hommes remarquent que le jet est moins puissant, qu'il faut pousser un peu, qu'il faut attendre quelques secondes avant que ça commence. Ils se disent « c'est l'âge, ce n'est pas grave ». Et ils ont partiellement raison, mais partiellement seulement. Parce que pendant ce temps, une chose se produit dont personne ne parle lors des consultations habituelles, et c'est là que se situe le vrai danger. La vessie, même en forçant, ne se vide plus jamais complètement. Il reste toujours une quantité d'urine résiduelle, parfois 50 ml, parfois 100, parfois 200 ml, qui stagne là, dans cette poche musculaire, après chaque passage aux toilettes. Ce résidu post-mictionnel, c'est le symptôme, c'est le signal. C'est l'avertissement silencieux que 9 hommes sur 10 ignorent complètement parce qu'il ne fait presque pas mal, qu'il ne saigne pas, qu'il ne crie pas. Et voici pourquoi c'est si terriblement dangereux. Premièrement, cette urine stagnante devient un bouillon de culture bactérien. Les infections urinaires chez les hommes de 50 ans ou plus, ces infections qu'on traite aux antibiotiques sans jamais chercher la cause profonde, sont très souvent le signe direct d'un résidu post-mictionnel chronique. On traite l'infection. Le résidu, lui, reste. Et il continue son travail de sape. Deuxièmement, la vessie qui ne se vide jamais totalement commence à perdre sa tonicité. Le muscle détrusor, épuisé par des années d'efforts supplémentaires, finit par se décompenser. Il ne sait plus se contracter avec suffisamment de force. Et c'est là que le résidu augmente de semaine en semaine, de mois en mois, silencieusement, sans que l'homme ne s'en rende compte. Jusqu'au jour où la prostate se contracte un peu plus, à cause d'une irritation, d'un verre d'alcool de trop, d'une nuit de froid, d'un médicament banal pris pour une allergie saisonnière. Et le canal se bouge complètement. Rétention urinaire aiguë, ambulance, sonde,
bloque. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que la sensation de ne pas se vider complètement, cette légère lourdeur après les toilettes, cette impression persistante qu'il reste quelque chose dans la vessie, est tellement vague, tellement insidieuse, que les hommes finissent par ne plus l'apercevoir consciemment. Leur cerveau l'a normalisé. Ils ne l'associent pas à la prostate. Ils ne l'associent à rien. C'est juste comme ça. C'est devenu leur nouvelle réalité. Voilà exactement pourquoi j'ai consacré une grande partie de ma carrière à trouver des moyens naturels et scientifiquement validés de renverser cette dynamique avant qu'elle ne bascule vers l'urgence chirurgicale. Je m'appelle Jean-Luc Renard. Je suis médecin spécialisé en médecine naturelle depuis 26 ans, avec une orientation particulière sur la santé masculine et la prostate. J'ai suivi une formation approfondie en phytothérapie clinique et en médecine intégrative. Cette approche qui ne choisit pas entre la science conventionnelle et la sagesse des plantes médicinales, mais qui les marie intelligemment pour obtenir des résultats durables, mesurables et reproductibles. Au fil des années, j'ai accompagné des centaines d'hommes, des hommes de 50, 60, 70 ans, qui venaient me voir après que la médecine conventionnelle leur avait proposé soit une surveillance passive pendant 6 mois, soit une intervention chirurgicale, sans pratiquement rien entre les deux. Ce qui m'a conduit à me spécialiser dans la prostate n'est pas un accident académique, c'est la frustration. La frustration profonde de voir arriver dans mon cabinet des hommes avec un score IPSS, le score international des symptômes prostatiques, clairement modifiable par des approches naturelles et qui repartaient avec uniquement une ordonnance de tamsulosine et un rendez-vous chez l'urologue dans 6 mois. Rien sur la nutrition, rien sur la phytothérapie, rien sur le style de vie. Comme si la prostate existait dans un vide biologique, indépendamment de tout ce que l'homme mange, boit, ressent et absorbe chaque jour. J'ai eu la chance d'étudier aux côtés de praticiens pionniers de la médecine intégrative française, des cliniciens rigoureux qui m'ont appris à lire la littérature scientifique sur la phytothérapie avec la même exigence qu'un essai clinique randomisé multicentrique. Et ce que cette littérature montre, quand on prend vraiment le temps de l'analyser, est absolument remarquable. Les résultats que j'ai obtenus dans ma pratique avec des protocoles naturels sur des patients présentant une hyperplasie bénigne de la prostate mesurable à l'échographie m'ont définitivement convaincu que cette voie méritait d'être partagée bien au-delà des murs de mon cabinet. Je suis là pour vous donner des outils que votre médecin ne connaît peut-être pas encore ou n'a simplement pas eu le temps de vous expliquer lors d'une consultation de 15 minutes. Alors, parlons solutions. Parce que si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement que vous reconnaissez certains signes dans ce que je décris. Ce léger manque de satisfaction après les toilettes, ce flux qui a perdu de sa vigueur sans que vous sachiez exactement quand ça a commencé, ces nuits entrecoupées qui s'accumulent. Et vous voulez savoir ce que vous pouvez faire, concrètement, naturellement, avec des preuves derrière. La première chose à comprendre, c'est le mécanisme fondamental de la croissance prostatique. La grande majorité des cas d'hyperplasie bénigne de la prostate est alimentée par un excès de dihydrotestostérone, la DHT. C'est un dérivé de la testostérone, produit localement dans le tissu prostatique par une enzyme appelée la 5-alpha-réductase, qui stimule directement la prolifération des cellules glandulaires. Plus la DHT est élevée, plus les cellules de la prostate prolifèrent. Plus la glande grossit, plus la compression de l'urètre s'accentue. Les médicaments conventionnels comme le finastéride cherchent à bloquer cette enzyme par voie chimique. Ce que la phytothérapie a progressivement mis en lumière, c'est que plusieurs plantes font exactement la même chose, certaines avec une efficacité comparable dans les études cliniques européennes et sans les effets secondaires parfois redoutables sur la libido et la fonction érectile. La première plante, celle dont vous avez peut-être entendu parler, mais dont vous ne mesurez peut-être pas encore la véritable puissance thérapeutique, c'est le Serenoa repens, le palmier de Floride. Son extrait lipidique, et ce détail est crucial, il faut absolument l'extrait standardisé lipidique et non aqueux, inhibe la 5-alpha-réductase de type 1 et 2 avec une efficacité démontrée dans de nombreuses études européennes. Une méta-analyse publiée dans la Cochrane Database a examiné 18 essais cliniques portant sur Serenoa repens, impliquant plus de 3000 patients.
Les résultats ont montré une amélioration significative du débit urinaire maximal et une réduction des symptômes nocturnes chez les hommes atteints d'hyperplasie bénigne légère à modérée. La dose que j'utilise en pratique clinique, 320 mg d'extrait lipidique standardisé par jour en une seule prise, de préférence le soir au cours du repas pour optimiser l'absorption des principes actifs liposolubles. La deuxième plante est moins connue du grand public français, mais elle fait partie de ma trousse thérapeutique de base depuis des années. L'épilobium parviflorum, l'épilobe à petites fleurs. Cette plante de montagne, modeste en apparence, contient des tannins, des flavonoïdes et des polyphénols qui ont une action anti-inflammatoire remarquablement spécifique sur le tissu prostatique. Et elle est particulièrement efficace sur les symptômes de rétention partielle, précisément ce résidu post-mictionnel dont nous parlions. En tisane, comptez 2 cuillères à soupe de plantes séchées pour 200 ml d'eau frémissante, infusion de 10 minutes minimum, ou en extrait standardisé à 300 mg par jour le matin. C'est une plante que la tradition phytothérapique intégrative française utilise depuis plusieurs décennies, avec des résultats cliniques que j'ai pu observer et documenter directement dans mon cabinet. La troisième plante du protocole, c'est Urtica dioica, l'ortie, et plus précisément la racine d'ortie. Pas les feuilles, la racine. C'est une distinction fondamentale que beaucoup de personnes ignorent et qui change radicalement les effets. La racine d'ortie agit sur les protéines de liaison aux hormones sexuelles, les SHBG, et réduit la biodisponibilité de la DHT au niveau cellulaire prostatique. En combinaison avec le sérénoa repens, elle crée une synergie thérapeutique particulièrement puissante, les deux plantes ciblant des mécanismes complémentaires dans la même voie métabolique. Les études européennes les plus solides sur la phytothérapie prostatique utilisent précisément cette association. 300 mg d'extrait sec de racine d'ortie standardisé, matin et soir. Et il y a un quatrième élément du protocole que presque aucun praticien ne mentionne et qui change pourtant profondément les résultats que j'observe. Le Pygeum africanum, extrait de l'écorce du prunier d'Afrique. Ce que le Pygeum fait de différent des autres plantes, c'est qu'il agit directement sur le détrusor, ce muscle vésical fatigué dont je vous parlais. Il aide à restaurer sa contractilité fonctionnelle, à améliorer la qualité et l'efficacité de la miction et à réduire précisément ce résidu post-mictionnel chronique. 50 mg d'extrait normalisé matin et soir, de préférence avec les repas. C'est à ce stade de mon travail avec les patients, quand on commence à mettre en place un protocole aussi précis, aussi multi-cible, que j'ai réalisé l'importance absolument cruciale du suivi individuel. Parce que l'un des obstacles majeurs des approches naturelles, c'est la constance et l'adaptation, semaine après semaine. Vous devez savoir objectivement si vous progressez. Vous devez pouvoir mesurer si votre fréquence nocturne diminue réellement, si votre sensation de vidange s'améliore, si votre niveau d'énergie remonte à mesure que votre sommeil se consolide. C'est précisément pour ça que je recommande à mes patients d'utiliser un outil de suivi quotidien structuré. Il y en a un que j'apprécie particulièrement pour sa précision et son approche intégrative, dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Parce que le suivi régulier transforme une bonne intention en résultats mesurables et durables. Revenons maintenant au protocole, parce que ce que je vais vous expliquer sur la nutrition va changer la trajectoire de tout ce qu'on vient de voir ensemble. L'alimentation joue un rôle que l'on sous-estime de façon dramatique dans la santé prostatique. Et je ne parle pas de vagues recommandations sur manger plus sainement. Je parle de mécanismes biochimiques précis, d'aliments qui agissent directement sur les voies métaboliques impliquées dans l'hyperplasie prostatique. Le premier facteur alimentaire, le zinc. La prostate est l'organe du corps humain qui concentre naturellement le plus de zinc, jusqu'à 10 fois la concentration présente dans n'importe quel autre tissu. Un déficit chronique en zinc favorise directement l'activité excessive de la 5-alpha-réductase et donc la surproduction de DHT. Les graines de courge, Cucurbita pepo, sont la source alimentaire la plus riche en zinc biodisponible et elles contiennent également des phytostérols actifs, notamment le bêta-cytostérol,
qui inhibe l'absorption des androgènes au niveau du tissu prostatique. Ma recommandation, 30 g de graines de courge crues, non grillées, non salées, chaque matin avec le petit déjeuner. Pas grillées, la chaleur dénature une partie des phytostérols actifs et réduit significativement la biodisponibilité du zinc. Le deuxième facteur alimentaire incontournable, les acides gras oméga 3. Une inflammation chronique de bas grade du tissu prostatique est présente chez la quasi-totalité des hommes, présentant une HBP significative. Les oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA, ont une action anti-inflammatoire directe sur les prostaglandines prostatiques en modulant l'expression des enzymes COX-2. 2 portions de poisson gras par semaine, maquereaux, sardines, harengs de l'Atlantique, ou 2 g de compléments en EPA, DHA par jour, en l'absence de consommation régulière de poisson. Le troisième facteur alimentaire, celui qui surprend le plus mes patients, réduire significativement le gluten raffiné, pas pour une raison de mode ou de tendance nutritionnelle. Les protéines de gluten issues des blés modernes fortement hybridés génèrent chez beaucoup d'hommes une perméabilité intestinale augmentée, qui élève chroniquement les marqueurs inflammatoires systémiques, incluant précisément ceux qui alimentent l'inflammation du tissu prostatique. La médecine fonctionnelle et les études récentes en microbiologie intestinale montrent un lien direct entre dysbiose intestinale, hyperperméabilité et état inflammatoire chronique des glandes accessoires du système reproducteur masculin. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la biochimie clinique. Permettez-moi maintenant de vous parler de Michel. Il avait 54 ans quand il est entré dans mon cabinet pour la première fois, recommandé par un ami commun. Ingénieur en informatique, sédentaire, chroniquement stressé, il vivait avec ce qu'il appelait lui-même juste des petits ennuis la nuit, depuis environ 2 ans. 2, parfois 3 levées nocturnes. Une fatigue de plomb le matin qu'il attribuait entièrement à la pression de son travail. Une légère sensation de pression dans le bas-ventre après les toilettes qu'il ne savait pas vraiment nommer. Son médecin généraliste avait prescrit des analyses de sang, PSA dans les normes, créatinine correcte, et lui avait conseillé de revenir dans 1 an si ça ne s'améliorait pas. Michel, lui, continuait à travailler 12 heures par jour en ignorant patiemment ce que son corps lui disait. Quand j'ai pratiqué une mesure échographique du résidu post-mictionnel sur Michel après la première consultation, j'ai trouvé 140 ml d'urine résiduelle. Pour donner une référence claire, au-delà de 50 ml, la littérature clinique parle de résidus significatifs nécessitant une prise en charge. Au-delà de 100 ml, on parle de risques sérieux de complications à moyen terme, infection récidivante, altération de la fonction vésicale, risque de rétention aiguë. Michel avait 140 ml depuis des mois, peut-être des années, sans en avoir la moindre conscience. Il m'a regardé avec des yeux écarquillés. « Mais je ne sens franchement rien de particulier, docteur. » Exactement. C'est précisément ça le piège. Nous avons mis en place le protocole complet que je viens de vous décrire. Sérénoa repense lipidique, Epilobium parviflorum, racine d'ortie standardisée, Pygeum africanum, graines de courge quotidiennes, modification alimentaire ciblée. 4 mois plus tard, lors du contrôle échographique, son résidu post-mictionnel était redescendu à 32 ml. Ses levées nocturnes étaient passées de 3 à 1 seul, parfois aucun. Son débit urinaire, mesuré objectivement par débimétrie, avait augmenté de 47%. Et ce qui m'a le plus touché dans toute cette histoire, ce n'est pas le chiffre sur le débimètre. C'est ce que Michel m'a dit dans la salle de consultation lors de ce rendez-vous de contrôle. « Jean-Luc, ça fait 2 ans que ma femme pensait que j'étais devenu dépressif. En réalité, je n'avais tout simplement plus d'énergie parce que je ne dormais jamais correctement. 2 ans de vie volés par un résidu post-mictionnel que personne n'avait mesuré. Les données scientifiques viennent confirmer ce que j'observe au quotidien dans ma pratique. Une étude publiée dans la revue Phytomédecine en 2018 a évalué l'association Sérénoa repens et Urtica dioica sur 300 patients atteints d'hyperplasie bénigne légère à modérée sur une période de 12 semaines.
Les résultats ont montré une réduction moyenne du score IPSS de 43%, une amélioration du débit urinaire maximal de 35% et une réduction du résidu post-mictionnel de 41%. Ces chiffres sont directement comparables aux résultats obtenus avec la tamsulosine dans des études de durée équivalente, sans les effets secondaires cardiovasculaires et sur la fonction sexuelle bien documentés avec l'alpha-bloquant. Un autre point que je veux approfondir ici, parce que c'est l'erreur la plus fréquente que commettent les hommes qui se lancent dans un protocole naturel. Ils abandonnent trop tôt. La phytothérapie n'est pas un antibiotique. Elle ne produit pas ses effets en 48 heures. Les premières améliorations perceptibles sur le flux urinaire apparaissent généralement entre la 4e et la 6e semaine de traitement régulier. Sur le résidu post-mictionnel, les changements mesurables à l'échographie surviennent entre le 2e et le 4e mois. L'erreur numéro 1, celle qui sabote des centaines de protocoles naturels pourtant bien conçus, c'est d'essayer une plante pendant 3 semaines, de ne percevoir aucun changement spectaculaire et de conclure que la phytothérapie ne fonctionne pas. En médecine naturelle, la régularité et la patience ne sont pas des options. Elles font partie intégrante du traitement. Et maintenant, je tiens ma promesse. Revenons au dossier de Robert et à ce deuxième facteur que j'avais évoqué au début. Quelque chose que j'avais vu dans ses consultations des 3 années précédentes et qui n'avait jamais été ni identifié ni traité. Ce facteur, c'était un usage chronique d'antihistaminiques de première génération, des médicaments courants pris chaque automne pour des allergies saisonnières aux acariens. Ce que beaucoup d'hommes ignorent absolument et que de nombreux médecins généralistes ne signalent pas systématiquement aux patients prostatiques, c'est que les antihistaminiques de première génération, tout comme certains antidépresseurs tricycliques, certains décongestionnants nasaux et certains antispasmodiques digestifs ont un puissant effet anticholinergique. Cet effet réduit directement la contractilité du détrusor et peut précipiter une rétention urinaire aiguë chez un homme dont la prostate est déjà compromise et le muscle vésical déjà fragilisé. Chez Robert, c'est exactement le scénario qui s'est joué. L'allergie de l'automne, les antihistaminiques en vente libre, un détrusor épuisé par des années de résidus non traités. La combinaison a été l'étincelle qui a mis le feu à une situation déjà instable. Si vous prenez régulièrement des médicaments de ce type, parlez-en à votre médecin en mentionnant spécifiquement votre santé prostatique. Je veux maintenant vous donner 3 choses très concrètes et immédiatement applicables. Pas des conseils théoriques, pas des intentions pour un jour, des actions que vous pouvez mettre en place dès ce soir. La première, adoptez ce que j'appelle la règle des 3 heures. Ne buvez rien, ni eau, ni tisane, ni bouillon, dans les 3 heures qui précèdent votre heure habituelle de coucher. Cette règle ne déshydrate pas, ne nuit à aucune fonction rénale tant que votre hydratation de la journée a été correcte, ce qui signifie un minimum d'1,5 litre à 2 litres répartis entre le réveil et le début d'après-midi. En revanche, cette règle réduit drastiquement la quantité d'urine produite pendant les premières heures de sommeil, précisément celles qui sont les plus importantes pour la sécrétion de la mélatonine, pour la régénération cellulaire et pour l'équilibre hormonal nocturne. La majorité des hommes qui appliquent cette règle avec rigueur voient leur première interruption nocturne retardée de 1 à 2 heures dès la première semaine. Ce n'est pas la solution définitive. Votre prostate a besoin du protocole phytothérapique, mais c'est une amélioration immédiate et tangible pendant que les plantes construisent leur action en profondeur. La deuxième astuce pratique, la double miction. Après avoir terminé d'uriner, ne quittez pas immédiatement les toilettes. Attendez entre 30 secondes et 1 minute, restez en position debout ou assise et effectuez une légère poussée abdominale douce pour tenter de vider le résidu qui stagnait dans la partie inférieure de la vessie. Ce geste simple, appliqué systématiquement à chaque passage aux toilettes, peut réduire de façon significative l'accumulation quotidienne du résidu post-mictionnel.
Des études en neurologie comportementale ont démontré que la double miction pratiquée de manière régulière réduit le résidu de 20 à 30% chez des hommes présentant une hyperplasie légère à modérée. L'effet est modeste comparé à l'action des plantes sur plusieurs semaines, mais il est immédiat, gratuit et sans aucun effet secondaire. La troisième mesure est celle qui surprend le plus les hommes que je reçois en consultation, les exercices du plancher pelvien. On en parle systématiquement pour les femmes, on n'en parle presque jamais pour les hommes. Et pourtant, une musculature périnéale tonique et bien coordonnée améliore directement la qualité de la contraction vésicale, la capacité à vider complètement la vessie à chaque miction et réduit les fuites post-mictionnelles si fréquentes et si gênantes au quotidien. Le protocole que j'enseigne à mes patients masculins. En position assise confortablement, contractez les muscles du périnée, exactement comme si vous vouliez stopper le jet en pleine miction, pendant 5 secondes, puis relâchez complètement pendant 5 secondes. 10 répétitions, 2 séries par jour, le matin sous la douche, le soir allongé dans le lit avant de dormir. En 3 semaines de pratique régulière, la grande majorité de mes patients rapportent une amélioration notable de leur contrôle mictionnel et de leur sensation de vidange complète. Et avant la prochaine consultation avec votre médecin, préparez une demande précise. Demandez explicitement une mesure échographique du résidu post-mictionnel par voie suspubienne. C'est un examen absolument simple, totalement indolore, qui prend 2 minutes et qui vous donnera une image objective et chiffrée de votre situation réelle. Si votre médecin ne l'a jamais proposé ou suggéré, demandez-le vous-même. Si votre résidu dépasse 50 ml, vous avez des données concrètes à prendre en charge maintenant. C'est votre corps, c'est votre santé, et vous avez absolument le droit de poser ces questions. Robert m'a revu 6 mois après sa nuit aux urgences. Il était encore un peu humilié par ce qui s'était passé, mais il était aussi déterminé, avec ce regard particulier des hommes qui ont eu vraiment peur et qui n'ont plus envie de se voiler la face. Nous avons mis en place un protocole adapté à sa situation post-aiguë, en coordination avec son neurologue, pour garantir un suivi rigoureux. Et nous avons intégré les plantes progressivement, prudemment, en respectant le temps qu'il fallait. 18 mois plus tard, son résidu post-mictionnel était descendu sous les 40 ml. Il avait arrêté les antihistaminiques de première génération et travaillé avec son médecin pour trouver des alternatives mieux tolérées par son système vésical. Il dormait 4 à 5 heures d'affilée avant le premier lever nocturne, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Et lors de notre dernière consultation, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas de sitôt. Jean-Luc, si quelqu'un m'avait dit que cette sensation banale de ne pas me vider complètement était un signal important, je t'aurais consulté bien plus tôt. Cette nuit aux urgences, avec la sonde et tout le reste, j'aurais pu l'éviter. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Pour que vous ne soyez pas Robert dans 3 ans. Pour que vous ayez l'information maintenant, pendant qu'il est encore temps d'agir, avec des outils naturels, scientifiquement validés et cliniquement éprouvés, avant que la médecine conventionnelle n'ait plus d'autre option à vous présenter que le bloc opératoire et la résection chirurgicale. Ce symptôme que 9 hommes sur 10 normalisent, vous le connaissez maintenant. Vous savez ce qu'il signifie. Vous savez comment le mesurer. Et vous savez comment l'aborder avec des protocoles naturels, précis et efficaces. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a apporté une information concrète, un regard nouveau sur votre situation, abonnez-vous à cette chaîne. Je publie chaque semaine de nouveaux protocoles basés sur les dernières avancées de la recherche en médecine intégrative et en phytothérapie clinique, toujours avec la même rigueur scientifique, toujours avec la même intention profonde. Vous donner les outils que personne d'autre ne prendra le temps de vous expliquer. Et l'application dont j'ai parlé tout à l'heure, celle que j'utilise pour le suivi de mes patients dans mon protocole prostatique, vous la retrouvez dans le commentaire épinglé, juste en dessous de cette vidéo. Prenez soin de votre prostate. Elle travaille pour vous chaque jour, jusqu'au jour où elle ne peut plus le faire seule.